C'est l'histoire d'une ancienne colonie française. La Côte d'Ivoire est un havre de paix dans une Afrique de l'Ouest secouée par des guerres civiles et des coups d'État qui n'épargnent pratiquement aucune nation de cette région de l'Afrique. Au Nigeria et au Bénin, on enregistre pratiquement un coup d'État par an. C'est cet homme, Félix Houphouët-Boigny, qui a négocié et obtenu l'indépendance de son pays et devient le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Malgré l'indépendance, la France a un quasi-monopole sur les ressources de sa très riche ancienne colonie. Mais à la mort de Félix Houphouët-Boigny en 1993, une lutte de succession au sein de son parti oppose le sudiste Henri Konan Bédié au nordiste Alassane Ouattara. Dans le but de disqualifier son adversaire et ses sympathisants, M. Bédié crée le terme « ivoirité », qui distinguerait les Ivoiriens de pur sang, forcément du Sud comme lui, et ceux du Nord, comme son adversaire Ouattara, qui seraient des Ivoiriens aux origines douteuses, des citoyens de seconde zone ne pouvant donc prétendre à certaines fonctions, comme celle de président de la République. Après une période de graves troubles politiques et l'intermède d'un coup d'État, c'est finalement Laurent Gbagbo qui arrive au pouvoir. L'événement est perçu comme une lueur d'espoir. Ceux qui connaissent Laurent Gbagbo, enfin ceux qui le connaissent bien, quand il parle, se disent mais qu'est-ce qu'il a derrière? À partir d'octobre 2000, Laurent Gbagbo souffre d'un déficit de légitimité qui ne le quittera plus. La France a toujours considéré la Côte d'Ivoire comme sa chasse gardée. Les Français nous ont aidés. Moi, j'ai jamais eu le sentiment, en 3 ans et demi, que la République française avait tout fait pour dégager Gbagbo, pour mettre en place quelqu'un d'autre. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence. Mais moi, je suis, par rapport à Laurent Gbagbo, intraitable, implacable. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement. Malgré les conditions quelque peu calamiteuses des élections au cours desquelles c'est lui-même qui s'autoproclame nouveau président élu, c'est dans une certaine unanimité que la communauté internationale salue l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo. L'ancienne puissance coloniale est très visible, et l'ambassadeur de France est le premier diplomate reçu par Laurent Gbagbo, à la demande du chef de l'État ivoirien lui-même. Pendant les jours qui ont précédé et qui ont suivi la prise du pouvoir par Laurent Gbagbo, le Parti socialiste français est très présent à ses côtés. Guy Laberty, responsable de l'Afrique au Parti socialiste français, s'improvise conseiller en communication de Laurent Gbagbo. Et c'est souvent lui qui appelle les journalistes de la presse internationale sur place, en Côte d'Ivoire, pour proposer des interviews avec le nouveau président ivoirien. L'activisme du représentant du Parti socialiste français n'est pas totalement désintéressé. Au nom de la France-Afrique, terme qui désigne les relations mafieuses et ambiguës qui lient la France à ses anciennes colonies, les chefs d'États africains financent souvent, par le biais de rétrocommissions et autres formes de financements occultes, les campagnes électorales en France. L'arrivée au pouvoir d'un parti ami, qui plus est membre de l'Internationale socialiste dans ce qui est l'une des plus riches des anciennes colonies françaises, est perçue comme un véritable jackpot pour certains dirigeants du Parti socialiste français. Laurent Gbagbo est donc l'objet de toutes les attentions au 10 rue de Solferino,
siège du Parti socialiste à Paris. À partir d'octobre 2000, Laurent Gbagbo souffre d'un déficit de légitimité qui ne le quittera plus. Laurent Gbagbo savait qu'il n'avait pas nécessairement le soutien de la majorité de l'électorat ivoirien. Il n'y avait pas eu une participation importante aux élections, précisément parce que Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié avaient été exclus de la compétition. Donc lorsque vous arrivez au pouvoir dans de telles conditions, vous vous sentez finalement fragile. Et il y a eu du côté du pouvoir de Laurent Gbagbo une volonté finalement de s'imposer en utilisant la force très rapidement et évidemment à un moment donné, c'est devenu, disons, une sorte de mode de survie de ce régime-là. Très rapidement après l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, violation massive des droits de l'homme, xénophobie, arrogance des principaux responsables du régime vont rapidement ruiner le capital de sympathie dont jouissait ce leader de gauche, qui semblait bien parti pour incarner une nouvelle génération de dirigeants africains. Démocrate, patriote, intègre et décomplexé face à l'Occident. En tout cas, quelques semaines à peine après sa prise de pouvoir, c'est plutôt en effet par une certaine brutalité dans le verbe, mais également dans les actes, que Laurent Gbagbo se signale. Ce ne sont plus les penseurs du FPI qui déterminent sa politique, ce sont les crieurs du FPI qui déterminent sa politique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les jeunes patriotes, armés de gourdins, de machettes, le verbe haut, extrêmement truculent, capable de toutes les voies de fait, inventant le fameux article 225, le prix du litre de pétrole, qui permet d'incendier ceux qui pensent différemment, terrorisant dans les cités universitaires, traquant les opposants au Front populaire ivoirien, y compris avec des armes blanches et des armes à feu. Tout le monde connaît l'épisode dit des escadrons de la mort. La semaine même de l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, un charnier est découvert à Yopougon, dans la plus grande ville du pays. Toutes les victimes sont militants de l'opposition et originaires du Nord. Nous avons fait de l'alerte précoce. Nous avions déjà dit qu'un pays a besoin de justice. Et quand il y a des crimes qui sont commis, même si les acteurs sont proches du pouvoir, et il se trouve que c'était la gendarmerie nationale qui était impliquée, mais qui, à l'époque de l'accession de Laurent Gbagbo, avait soutenu ce dernier. Et il était difficile qu'il se retournât contre la gendarmerie. Avec la pression populaire et la pression internationale, et celle de nos organisations, un procès a été organisé, mais dans l'enceinte même de la gendarmerie. Et les témoins avaient peur de s'y présenter, et les gendarmes ont été relaxés. Je pense que ça a été le ferment d'une grave frustration qui va alimenter l'exigence de justice de certaines personnes du Nord. Escadron de la mort, charnier, fosse commune, exécution sommaire. Le vocabulaire du microcosme politique ivoirien vient de s'enrichir de nouveaux mots avec l'arrivée de Laurent Gbagbo au pouvoir. Le massacre de Yopougon est généralement considéré comme l'acte fondateur du régime de barbarie et de terreur du pouvoir de Laurent Gbagbo. Des formations politiques de la gauche française, pourtant en alliance avec le parti de Laurent Gbagbo, et qui avaient salué son élection à la présidence de la République, s'inquiètent et donnent l'alerte. Mais c'est avec arrogance et condescendance que répond souvent le nouveau pouvoir ivoirien. Alors, Noël Mamère est un député qui appartient à un parti minoritaire en France, lequel parti n'a aucun expert dans les questions africaines, encore moins dans les questions ivoiriennes. Il profère des accusations graves contre le régime sans aucune preuve, sans un début de preuve. Oui, nous sommes les combattants de la dignité. L'Afrique veut le respect. Mais quiconque, au nom des intérêts idéologiques ou des intérêts économiques, veut nous asservir, nous trouvera debout. S'il y a une image de lui que Laurent Gbagbo a bien cultivée et qu'il aimerait tant préserver,
C'est bien celle de chantre de l'anti-néocolonialisme qu'il a réussi à se forger durant ses années de règne. Je ne suis pas là pour laisser les Ivoiriens se laisser maltraiter par n'importe qui. Jamais. Jamais. L'ancien président ivoirien et ses partisans continuent de soutenir la thèse selon laquelle toutes les difficultés rencontrées par Laurent Gbagbo dans l'exercice du pouvoir proviennent de son opposition supposée à la volonté de l'ancienne puissance coloniale française de garder le monopole sur les richesses de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ne serait donc que la victime de la France, qui l'a puni pour son indocilité et son insoumission. Le président Gbagbo, dès son accession au pouvoir en octobre 2000, a mis en œuvre une politique d'ouverture sur le plan international. La collaboration ou le partenariat avec des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. La France a toujours considéré la Côte d'Ivoire comme sa chasse gardée. Et cette ouverture du président Gbagbo vers des pays aussi importants, dont 2 sont membres du Conseil de sécurité, a beaucoup gêné. Et il était donc l'homme à abattre. Et la France a tout mis en œuvre pour que le président Gbagbo soit éjecté du pouvoir. Contrairement à certaines affirmations, quand Laurent Gbagbo prenait fonction dans le quartier huppé d'Abidjan, la capitale administrative, l'ancienne puissance coloniale ne semblait pas voir d'un mauvais œil l'avènement au pouvoir de l'opposant historique. C'est même plutôt avec un certain enthousiasme que Paris, souvent accusé de pactiser avec des dictateurs de ses anciennes possessions coloniales, a vu l'arrivée aux affaires du nouveau président ivoirien. Le personnage qui arrive au pouvoir en ce début de XXIe siècle est auréolé d'une certaine légitimité de démocrate. 2 ans après son accession au pouvoir, et alors qu'une rébellion occupe la moitié nord de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo confessait d'ailleurs à l'époque de l'excellence de ses relations avec Paris. L'ancien colonisateur, reconnaissait Laurent Gbagbo, lui a apporté une assistance multiforme, et même toute l'aide militaire sollicitée. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandée. Laurent Gbagbo veut amener les autorités françaises à passer un deal avec lui. Dans le fond, nous maintenons les choses en l'état. Je ne mets pas en cause le franc CFA. C'est toujours une monnaie contrôlée, évidemment, à partir de l'économie française. Je ne mets pas en cause vos préférences pour nos matières premières. Je ne mets pas en cause les parts de marché qui vous sont accordées. Mais vous me laissez vous infliger des blessures symboliques qui vont me permettre en retour de me légitimer. Je rappelle que M. Laurent Gbagbo souffre depuis 2000, à son accès au pouvoir en octobre 2000, d'un déficit de légitimité. Il va donc tenter d'imposer à la France de lui accorder d'être l'anti-français d'apparence, l'anti-français d'affiche, pour pouvoir compenser ainsi auprès du peuple de Côte d'Ivoire, des peuples africains, son déficit de légitimité démocratique. C'est cela qui lui est refusé par la France. Tout en maintenant d'excellentes relations avec les milieux d'affaires français, contrairement au discours d'indépendance prôné vis-à-vis de l'ancienne métropole qu'il aimait tenir à ses partisans, Laurent Gbagbo ne s'est en réalité transformé en vrai faux anti-néocolonialiste, du moins de surface et au discours dichotomique, qu'à partir du moment où la France, estimant que la rébellion dans son pays était un conflit ivoiro-ivoirien, a refusé de lui apporter plus d'aide militaire. Notamment, en effet, quand évoquant les accords militaires qui lient les 2 pays, Laurent Gbagbo sollicite de Paris d'engager les troupes françaises pour l'aider à écraser une tentative de putsch qui s'était muée en rébellion armée au nord de la Côte d'Ivoire. Et encore,
Pendant que le président ivoirien et ses principaux lieutenants haranguaient les foules et mobilisaient une jeunesse caporalisée et totalement fanatisée à l'excès, avec des diatribes aux accents nationalistes et anticolonialistes, le régime était en réalité plus dans une certaine continuité avec l'ancienne puissance coloniale que dans la rupture. Contrairement à finalement un certain nombre de ses partisans, de ses très très proches comme Safan Simone Gbagbo et puis le président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly qui eux lui disaient qu'il fallait fermer la base française avec la force Licorne et puis de la base française de Parle-Bouet et sortir de la zone franc et du franc CFA. Lui il a toujours su ménager. Alors on a toujours dit oui ben voilà Laurent Gbagbo s'il a réussi il a roulé tout le monde dans la farine. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Grand tribun, c'est surtout grâce à une propagande savamment pensée et orchestrée de main de maître par le président ivoirien et ses principaux lieutenants qu'il a réussi ce qui est sûrement une énorme escroquerie intellectuelle. Se faire passer pour le résistant qu'il n'est pas dans les faits, ni dans les actes qu'il pose. Laurent Gbagbo devient cependant rapidement une mégastar dans de nombreux pays ex-colonies françaises. Des États qui pour la plupart traînent de vieux contentieux coloniaux avec la France. Pour les peuples de ces pays, Laurent Gbagbo apparaît comme le leader qu'ils aimeraient avoir chez eux. Le problème de la Côte d'Ivoire a été l'occasion de venir en quelque sorte épancher, de venir exprimer ce ras-le-bol, n'est-ce pas, de la non-reconnaissance des victimes camerounaises, des victimes algériennes face à la France. La grande majorité des chefs d'État africains restent dubitatifs sur la réalité de l'anti-néocolonialisme de Laurent Gbagbo. Mais en Afrique du Sud, il jouit de soutien à peine voilé au sein de l'ANC, parti nationaliste par excellence, dont certains dirigeants voyaient en M. Gbagbo un prolongement de leur lutte nationaliste. Au pouvoir en Afrique du Sud, Thabo Mbeki se laisse séduire par la rhétorique anticoloniale de celui qui dirige alors la Côte d'Ivoire, et ce malgré de nombreux rapports internationaux qui pointent du doigt les graves violations des droits de l'homme et la barbarie du pouvoir ivoirien, dont sont victimes aussi des milliers de ressortissants de pays voisins vivant en Côte d'Ivoire. Thabo Mbeki est un fervent disciple d'une sorte d'anticolonialisme dogmatique qui voudrait que toute position d'un Occident forcément impérialiste soit suspecte et qu'il suscite débat, réprobation ou rejet. Un anticolonialisme qui flirte avec le racisme, même si ses adeptes n'en sont pas toujours conscients. Profitant de sa désignation comme médiateur dans la crise ivoirienne, le président sud-africain va multiplier les visites auprès de son homologue ivoirien. Et comble de la connivence, l'Afrique du Sud de Thabo Mbeki ira jusqu'à vendre des armes à l'armée de Laurent Gbagbo, en violation flagrante de l'embargo décrété par l'ONU et de la législation sud-africaine. Sa position de médiateur l'obligeait pourtant à la stricte neutralité. Il sera récusé par la rébellion ivoirienne après révélation de cette vente d'armes par le service français de la BBC. Aujourd'hui, c'est clair. C'est la France de Jacques Chirac. Depuis le début, on le savait. Mais maintenant, c'est encore plus clair, puisque officiellement, nous l'avons poussé à un point tel qu'il a été obligé de déclarer la guerre à la Côte d'Ivoire. La France perdra. La honte et la haine perdent toujours celui qui est animé par ses mauvais sentiments. Garde la France! Invective de la part des principaux dignitaires du parti de Laurent Gbagbo. Menaces diverses contre les Français et drapeaux de la France brûlés par une foule hystérique. 2004 marque vraisemblablement une nouvelle orientation, une nouvelle exacerbation dans les relations franco-ivoiriennes. En violation des résolutions de l'ONU qui établissent une ligne de démarcation séparant les deux belligérants, sous la surveillance des forces sous mandat de l'ONU, le 6 novembre 2004, 2 chasseurs soviétiques de type Sukhoi 25 larguent 2 bombes de 500 kilos sur la caserne de l'armée française dans la ville de Bouaké, en zone sous contrôle de la rébellion. Le bombardement fait 9 morts
dont 7 dans les rangs de l'armée française. Un ressortissant américain tué et une quarantaine de blessés. L'attaque contre les troupes d'interposition françaises est immédiatement considérée par l'Élysée comme un casus belli. La riposte de Paris ne se fait pas attendre. Le président français, Jacques Chirac, ordonne la destruction de l'ensemble des moyens aériens militaires de l'armée de Laurent Gbagbo. Les 2 Sukhoi 25, 4 hélicoptères de combat Mi-24 et un Mi-8 de transport de troupes sont détruits par l'armée française, lors d'une opération éclair qui dure à peine quelques heures. Vous voulez nous tirer? Comment ça? Vous m'avez tiré imbécile. Chien. Tirez-nous en là. Les dents, les petits rats. On va vous tirer. La ferme réaction de Paris à la mort de ses soldats sous mandat onusien en Côte d'Ivoire est une aubaine pour le régime ivoirien. Si on ne peut chasser l'armée française par des bombardements ciblés, la rue devrait y parvenir, semblent se réjouir les idéologues du régime. Un déchaînement de haine anti-français, bien orchestré et relayé par les médias publics, s'empare des partisans du pouvoir avec pour objectif cyniquement avoué de chasser tous les Blancs de la Côte d'Ivoire. Lors de meetings géants ou sur le plateau de l'unique chaîne de télévision du pays, plusieurs responsables du régime et toutes sortes d'opportunistes et d'illuminés se succèdent, avec des messages haineux et des accusations dont certaines plus frivoles que les autres frisent par moments le ridicule. Nos filles ont été violées dans tous les villages où sont installées les forces du COM, où sont installés les soldats français. Je vous appelle, Père Yael Dion Robert, révérend Bonny, je voudrais que vous soyez à nos côtés dans la lutte. Les autres ONG chrétiennes vont s'associer et nous allons marcher et nous allons avoir la victoire et nous allons triompher parce que c'est nous qui avions la clé. C'est nous, lorsque nous pouvons, nous lions et les choses sont liées dans les cieux. Lorsque nous délions, les choses sont déliées. La France, en tension, la malédiction divine va s'abattre sur toi. Si la France continue, nous allons être obligés de réagir. Et notre réaction sera dure pour elle. Chers compatriotes, camarades militantes et militants du Front populaire ivoirien, la France nous contraint à la lutte. Nous devons relever les défis. À chacun son français. Les mots d'ordre des principaux dignitaires du parti de Laurent Gbagbo sont repris sur des affiches et pancartes de fortune. Chaque Ivoirien digne est donc invité à s'attaquer à un Français. Un véritable appel au massacre des Français et par extension des Occidentaux résidant en Côte d'Ivoire. Répondant à cet appel, plusieurs milliers de jeunes partisans du régime, fanatisés à souhait, envahissent les quartiers où résident les Occidentaux dans la ville d'Abidjan. N'eût été la rapidité et l'efficiente réaction de l'armée française, on aurait vécu ce jour le premier massacre de Blancs en terre africaine. Plusieurs autres milliers de sympathisants du régime, répondant aux mots d'ordre lancés à travers la télévision publique, encerclent des soldats français dans un grand hôtel de la capitale économique. De très sanglants affrontements éclatent entre les militaires français et les manifestants hystériques. Les autorités ivoiriennes annonceront dans un premier temps la mort d'une dizaine de civils et plusieurs blessés. Les officiels français affirment que si l'armée française n'avait pas ouvert le feu alors que certains manifestants, visiblement des militaires ivoiriens déguisés en civils, commençaient à leur tirer dessus, ce sont des centaines, voire des milliers de civils français et occidentaux rassemblés dans cet hôtel qui auraient été massacrés. Le président ivoirien attendra 3 jours avant de réagir face à ces événements d'une extrême gravité. Laurent Gbagbo ne condamne ni les violences, ni même les nombreux appels qui incitaient à la haine. Un anti-occidentalisme à visage froid a ainsi été distillé à travers les médias publics
et d'autres organes de presse sous le contrôle du chef de l'État ivoirien. J'exprime les regrets de la Côte d'Ivoire pour les débordements observés et je présente ma compassion et mes condoléances aux familles des victimes ivoiriennes, françaises et américaines. Ceux qui connaissent Laurent Gbagbo, ceux qui le connaissent bien, quand il parle, se disent mais qu'est-ce qu'il a derrière? Laurent Gbagbo serait-il un fourbe, comme l'affirme l'ancien président du Sénégal qu'il a bien connu? Quoi qu'il en soit, après les événements de novembre 2004, Paris ne se fait plus d'illusions sur la dérive radicalement anti-française du régime en place en Côte d'Ivoire. Les signaux qu'envoie Laurent Gbagbo sont pourtant contradictoires. Ses émissaires discrètement prennent langue avec des lobbies d'affaires français pour améliorer ses relations avec l'ancienne puissance coloniale, au moment même où la rhétorique anti-française est plus que jamais présente dans le discours du président ivoirien et de ses partisans. À l'époque, il y a des thèses contradictoires en France. Fallait-il éliminer Gbagbo ou pas? Mais Chirac a dit non, et ça je l'atteste. Je vous affirme que Chirac a dit non, il ne faut pas arriver à ces solutions extrémistes. Moi, j'ai jamais eu le sentiment en 3 ans et demi que la République française avait tout fait pour dégager Gbagbo, pour mettre en place quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été le sujet. Paris n'a donc jamais pris la décision d'éliminer Laurent Gbagbo. Et pourtant, ce ne sont ni l'occasion ni les moyens qui lui ont fait défaut. Avec quelques 2500 soldats et plus d'une dizaine d'éléments du groupe Action des services de renseignement français en Côte d'Ivoire au plus fort de la crise, la neutralisation de Laurent Gbagbo n'aurait été qu'une simple opération de routine. Tout compte fait, la thèse que le président ivoirien et ses partisans ont toujours véhiculée du complot français pour l'éliminer relèverait donc du simple fantasme, ou plutôt d'une stratégie pour élargir sa base électorale tout en gardant ses partisans mobilisés. Charles Blé Goudet. Dans le système Gbagbo, il joue exactement le même rôle que Paul-Joseph Goebbels, ministre de la propagande sous le régime nazi. C'est Blé Goudet qui harangue les foules avec les formules les plus haineuses et donne les mots d'ordre les plus macabres. Recevez le général Charles Blé Goudet. C'est sur Charles Blé Goudet que repose la machine propagandiste du régime Gbagbo. Même s'il n'occupe aucune fonction officielle, et dans le but d'asseoir son autorité et renforcer le mythe autour de son pouvoir réel ou supposé, il s'est autoproclamé général. Quand le général parle, on se tait. Quand le général parle, on se... Quand le général parle, on se... Donc, je veux un silence. Merci beaucoup. Applaudissez-les, applaudissez, 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 applaudissez. Ancien leader du syndicat étudiant, Blé Goudet est très populaire auprès d'une importante frange de la jeunesse ivoirienne. Tribun hors pair et démagogue à souhait, c'est souvent par la voix de l'agitateur Blé Goudet que le régime effraie et menace dans le but de s'assurer une pérennité par la terreur. Oui, l'Union africaine se réunit. Les gens, oui, on dit quoi à l'Union africaine? On dit quoi à l'Union africaine? L'Union africaine ne dira rien. L'Union africaine ne fera rien. L'ONU va se réunir. Sarkozy dit quoi? Il ne faut pas utiliser l'arme lourde en Côte d'Ivoire. Il faut envoyer un hélicoptère pour attaquer la Côte d'Ivoire comme la Libye. Venez ici, vous allez voir la vérité. Vous allez prendre train en Côte d'Ivoire ici. Vous allez prendre train en Côte d'Ivoire ici. Venez, on vous attend à vos hélicoptères. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Libérez, libérez. Il avait besoin, pour mieux assurer son pouvoir à l'intérieur, en particulier dans le Sud, par rapport à la jeunesse, de développer des sentiments anti-français. Et ces sentiments anti-français qui ont donné, à mon avis, l'assassinat de Jean Hélène. C'est devant témoins qu'un policier abat le journaliste français, avant d'aller tranquillement informer sa hiérarchie de son crime, comme s'il s'était agi d'un acte de bravoure. La haine anti-française, cultivée quotidiennement par les principaux dignitaires du régime, avait banalisé la possibilité, pour tout Ivoirien digne, de tuer un Français. Sous la pression de la communauté internationale,
le meurtrier de Jean Hélène, correspondant en Côte d'Ivoire de Radio France Internationale, est finalement jugé, puis condamné. Les structures officielles du parti présidentiel élèvent le meurtrier au rang de héros national. Un comité de soutien est même dédié aux sergents de police, comme si l'on avait voulu encourager d'autres Ivoiriens à passer à l'acte pour devenir, eux aussi, des héros. Le groupe de presse que je dirige, c'est le groupe Notre Voix, qui est proche de Laurent Gbagbo, qui a été créé en 1990. Vous savez que Laurent Gbagbo n'est pas à l'origine de la politique qui a expliqué la prise des armes par une rébellion en Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes adossés au FPI et nous défendons les positions du FPI. Les titres du groupe de presse du Front populaire ivoirien ont systématiquement ciblé tous les grands médias internationaux. Les nombreuses incitations à la haine contre la presse internationale foisonnent dans les journaux proches de Laurent Gbagbo, comme si tout relevait d'une stratégie savamment orchestrée et singulièrement bien pensée. On use de toutes sortes d'intoxications, comme celle qui voudrait que l'épouse du principal opposant ait offert 15 millions d'euros à certains grands médias. La presse internationale est aussi accusée de faire partie d'un vaste complot contre la Côte d'Ivoire. L'ambiance est devenue très délétère pour une catégorie de la presse. Quelques années plus tard, précisément le 16 avril 2004, un autre journaliste, le franco-canadien Guy-André Kieffer, est assassiné en Côte d'Ivoire. Le travail de Guy-André gênait forcément le régime du président Gbagbo, puisqu'il traitait des malversations dans la filière cacao, il traitait des deals armes contre financement, donc ça ne pouvait que gêner. Ce que nous savons de l'enlèvement de Guy-André avec certitude, c'est que le vendredi 16 avril 2004, il avait rendez-vous sur le parking d'un supermarché. Qu'à 13h30, c'est la dernière fois que son téléphone portable a fonctionné. Qu'à 15h, son ordinateur a été ouvert et qu'on n'a pas pu aller au-delà du bureau, donc l'ordinateur a été fermé. Et qu'à 19h, quelqu'un de fiable l'a vu encadré par deux hommes de la présidence ivoirienne dans les sous-sols du palais présidentiel. Plusieurs témoins ont été interrogés sur la disparition du journaliste franco-canadien, notamment par la justice française. Et ils mettent tous en cause le couple présidentiel ivoirien, Laurent et Simone. En dehors de décès survenus dans des zones de guerre, aucun autre régime africain depuis 50 ans ne peut présenter un bilan de 2 journalistes étrangers tués en une décennie. L'épouse Gbagbo ironisera cependant dans une interview sur le fait qu'après une fugue, le journaliste se serait plutôt enfui avec une maîtresse. Si l'épouse du président Gbagbo, Simone Olivier Gbagbo, a ironisé sur la disparition de Guy-André Kieffer, c'était un manque de tact. Quelques années plus tard, malgré les violences contre les Français, l'assassinat de 2 journalistes français sous le régime de Laurent Gbagbo et la réputation sulfureuse et meurtrière du pouvoir de M. Gbagbo, l'ancien ministre français Jack Lang est filmé en Côte d'Ivoire exécutant des pas de danse dans une boîte de nuit avec Laurent Gbagbo en 2010, avant de participer à un meeting pour le faire réélire à la tête de la Côte d'Ivoire. Preuve de la puissance des mallettes bourrées d'argent qui partent des anciennes colonies destinées aux hommes politiques de l'Hexagone, ou simple marque d'une amitié qui résiste à toutes les épreuves. Il y a du vent en face, il y a du vent. Il y a du vent. Nous sommes très heureux de lui apporter notre soutien. Je suis très heureux de le soutenir. Mais moi, je suis, par rapport à Laurent Gbagbo, intraitable, implacable. Je l'ai été depuis 2004 quand j'ai vu
de quoi il était capable. Vous aviez dit qu'il était infréquentable, vous étiez premier secrétaire du PS, et pourtant le PS continue à fréquenter son parti, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, au sein de l'Internationale Socialiste. Est-ce qu'il faut exclure son parti de cette Internationale Socialiste? D'abord, la position que j'ai prise en 2004 a été suivie par pratiquement tous les socialistes. Certains avaient encore des illusions. Je crois que quelques voyages auraient dû être Jean-Marie évités. Le Guen, Jean-Christophe Cambadélis. Auraient dû être évités. Maintenant, il faut être aussi d'une clarté parfaite, totale, pas de compromission avec ceux qui utilisent la violence, avec ceux qui utilisent une élection qui a eu lieu en 2000, parce qu'il a été élu, Gbagbo, d'ailleurs dans un processus électoral lui-même contesté, et qui se maintient au pouvoir depuis 10 ans, et qui voudrait encore prolonger la durée de l'exercice de sa fonction. C'est terminé. Quant à l'Internationale Socialiste, vous avez parfaitement raison. Quand il y a des chefs d'État qui se comportent comme des dictateurs, il n'y a pas d'autre mot, eh bien, ils n'ont aucune place dans les réunions socialistes au plan international. Message adressé à la vice-présidente. Dès le départ, on voulait fabriquer un dictateur, un tueur. Des petits marginaux meurent, on dit Gbagbo a tué. Et pourtant, ces cercueils qu'on aligne, comme les investigations de plusieurs organisations des droits de l'homme le prouveront, ce sont ceux de victimes des escadrons de la mort sous le commandement de Laurent Gbagbo et de son entourage immédiat. Il ne s'agit donc pas de petits marginaux, comme le lance avec condescendance et mépris le président ivoirien. Devant l'ampleur des massacres et contre l'orthodoxie religieuse et les valeurs culturelles dans le pays, c'est parfois dans des fosses communes qu'on enterre les victimes. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une religion, l'islam. Sous Laurent Gbagbo, les morts ont souvent une origine, le nord de la Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo, les morts ont souvent une coloration politique, l'opposition. Le génocide, c'est la volonté de destruction de tout parti d'un peuple en raison de son caractère national, racial, ethnique. Et on a pu le voir dans l'histoire avec ce qui s'est passé à Auschwitz, le génocide juif, mais aussi le génocide arménien en 1916 ou le génocide rwandais en 1994. La destruction se fait pour ce qu'on est. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis. Et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire que l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. Les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte ou dans leurs maisons, et quelquefois avec certains membres de leur famille. Tout homme sensé ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Notre civilisation est basée aussi sur le fait culturel qu'est la religion. On ne devrait pas tolérer les attaques des lieux de culte. Le jour où les hommes sont assez en colère pour attaquer les lieux de culte, c'est que l'humanité va vers la déshumanisation. Certains Ivoiriens se sont-ils donc laissés déshumaniser sous Laurent Gbagbo, quand des lieux de culte sont attaqués, exclusivement des mosquées, contre lesquelles les partisans de M. Gbagbo vont s'acharner. Une punition collective infligée aux membres de cette communauté pour leur soutien supposé à l'opposant Alassane Ouattara, lui-même musulman. Les 10 années de Laurent Gbagbo ont clairement été marquées par un basculement de plus en plus important du pays dans la violence, une généralisation de la violence. Et effectivement, je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Mais évidemment, dans ce bilan, il faut intégrer, disons, les victimes des exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Gbagbo, par les différentes milices.
C'est notamment à travers les journaux que lui et ses proches ont créé que Laurent Gbagbo et sa formation, le Front populaire ivoirien, endoctrinent méthodiquement une partie des Ivoiriens. La stratégie de propagande consiste d'abord à brandir le chiffon rouge des étrangers envahisseurs, essentiellement des pays voisins, désignés à la vindicte populaire. Ensuite, le pouvoir, dans sa volonté de réduire l'électorat hostile du Nord à sa plus simple expression, assimile une partie des Ivoiriens de cette vaste région de savane aux immigrés burkinabés, maliens, guinéens et autres Nigériens avec lesquels il partage bien de langues locales, de patronymes et même la religion musulmane pour une partie. Il s'agit donc de faire de la majorité des Ivoiriens du Nord des apatrides et donc de leur retirer le droit d'être éligibles et de voter. La gauche ivoirienne, de manière imperceptible, cette gauche incarnée par le Front populaire ivoirien, s'est progressivement emparée du logiciel de pensée de l'extrême droite, de la droite, de l'autochtonisme, de l'identitarisme. La haine venait de trouver un allié de taille. Laurent Gbagbo bâtira sa stratégie électorale autour de la disqualification de son principal adversaire politique, Alassane Ouattara, à qui lui et ses propagandistes ont cru trouver des origines burkinabées. Un extraordinaire reniement et une injure à la mémoire politique récente de la Côte d'Ivoire que ses partisans se refuseront de constater. En effet, quelques mois avant son accession au pouvoir, et alors qu'il était en alliance avec Alassane Ouattara dans un front républicain, Laurent Gbagbo déclarait Urbi et Orbi que dénier la nationalité ivoirienne à celui qui avait été le tout premier Premier ministre de la Côte d'Ivoire relevait de l'inconséquence et que ce dernier avait toute la légitimité pour prétendre diriger le pays. Mais là, le temps est passé, hein? La guerre civile n'avait pas encore éclaté, mais Laurent Gbagbo se comportait déjà en chef de guerre et non comme le président au-dessus de la mêlée et rassembleur que le pays profondément déchiré dont il prend les rênes était en droit d'espérer. Notre priorité, c'est de pleurer nos militants qui sont décédés et de procéder à leur enterrement. Nous avons expliqué au président Laurent Gbagbo que dans l'immédiat, nous sommes préoccupés et je l'ai dit, notre priorité, c'est de pleurer nos morts, c'est d'enterrer donc nos militants qui sont décédés. En lieu et place d'une politique d'apaisement que nombre de chefs d'États africains et d'observateurs internationaux lui conseillent, le discours du nouveau régime se durcit vis-à-vis de ses opposants, notamment contre le nordiste Ouattara. Empêché de se présenter à la présidentielle par le régime militaire de transition dans lequel Laurent Gbagbo et ses lieutenants ont joué un rôle de premier plan, le pouvoir de M. Gbagbo lui refuse la possibilité d'être candidat aux législatives de décembre 2000. Le président ivoirien prononcera une fatwa restée célèbre dans les annales politiques de la Côte d'Ivoire. Tant que moi, Gbagbo, serai président, Ouattara ne sera candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le sentiment d'exclusion et de marginalisation du septentrion ivoirien a été renforcé. Les Ivoiriens à patronyme nordiste deviennent l'objet de tracasseries absolument insupportables. On arrache des pièces d'identité lors des contrôles, on affirme à haute et intelligible voix que les Ivoiriens les plus douteux sont ceux du Nord, alors que, comme le dit une chanson de Tiken Jah Fakoly, pratiquement dans ces années-là, il y a des Kofi au Ghana et au Togo, il y a de la même façon, évidemment, des Kwame dans toute la région. On ne peut pas partir d'un patronyme pour déterminer une appartenance citoyenne. Cette politique d'exclusion active, violente, forcenée, cette politique de méfiance, voilà la forme ultime que va connaître la haine ivoiritaire. Et c'est cette forme ultime, se traduisant par la déchéance de nationalité de milliers d'Ivoiriens, l'exil de nombreux soldats qui sont pourchassés, non pas pour des actes, mais pour des velléités qu'on leur attribue, c'est tout cela qui va constituer la conscience de la résistance ivoirienne. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, un groupe d'officiers, de sous-officiers et d'hommes de rang du nord de la Côte d'Ivoire échoue à renverser Laurent Gbagbo. La tentative de putsch se mue en une rébellion avec comme principale revendication la reconnaissance de leur citoyenneté.
c'est un ancien leader de la FESI, syndicat étudiant, Guillaume Soro, qui prend la tête de la branche politique de la rébellion, qui occupe rapidement les principales villes du Nord et tente de progresser vers le Sud. Le but de la révolte, c'est d'obliger le pouvoir installé à Abidjan à reconnaître pleinement aux Ivoiriens du Nord les mêmes droits qu'à ceux des autres régions. La suite est connue. L'armée française s'interpose et impose une partition de facto du pays. Même si le visage de la rébellion est un chrétien, dans une stratégie digne de Machiavel, le pouvoir de Laurent Gbagbo tente de rallier les puissances occidentales en faisant passer les rebelles ivoiriens pour des terroristes islamistes. La rébellion éclate en effet environ un an après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, et le monde occidental est encore sous le choc de ce traumatisme. Le soir où des militaires se mutinent dans ce qui allait se transformer en rébellion, le président Gbagbo est en visite en Italie, mais il dirige les opérations par téléphone. La stratégie mise en place est une sorte de nuit des longs couteaux à l'ivoirienne, pendant laquelle Laurent Gbagbo décide de se débarrasser de tous ses opposants. Un commando est envoyé chez l'ancien chef d'État, le général Robert Guéhi. Il a réussi à s'échapper juste à temps, mais son épouse, tous les membres de sa famille et même le personnel de maison présent sont froidement assassinés. Les militaires à ses trousses le retrouvent dans une cathédrale où il a trouvé refuge. Il est exécuté et son corps jeté dans la rue. Le même commando se rend au domicile de l'opposant Alassane Ouattara, qui a le temps de se réfugier avec son épouse à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne, mitoyenne. L'autre grande figure de l'opposition, Henri Konan Bédier, a la vie sauve grâce à la rapidité avec laquelle sa garde le cache chez son voisin. Vous avez pour ennemi, je n'ai pas dit pour adversaire, j'ai dit pour ennemi, tous ceux qui sont contre la République. Ces consignes de fermeté extrême, données sans ambiguïté à des troupes qui n'interviennent pas dans une zone de guerre, prouvent que les ennemis dont parle Laurent Gbagbo, ce sont bien ses opposants. Vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atténuantes ou bien s'il y a des... Ça, c'est le juge, ça. Que la République, quand elle se construit aussi avec des forces de combat. Il y a des gens qui croient que quand l'homme politique que je suis fait des concessions, discute comme ça, c'est toute la République. Non, j'ai aussi des bras. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyse. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Les ordres seront respectés à la lettre. Pourquoi d'ailleurs s'encombrer de quelques sentiments d'humanisme et de respect des droits de l'homme, quand le chef suprême des armées déclare en public qu'il répondra de tous les excès de ses troupes, la répression des opposants et de tous ceux qui sont soupçonnés de sympathie avec l'opposition s'intensifie. À chaque phase de la crise ivoirienne a correspondu un certain niveau de violence et on a franchi à chaque fois un nouveau palier dans la violence politique. Et au fond, les barrières sont donc progressivement tombées. Ce qui était à un moment donné considéré comme inacceptable et inenvisageable en Côte d'Ivoire l'est devenu. Et donc effectivement, on a commencé à parler d'escadron de la mort, à avoir des éliminations physiques et à avoir une mobilisation de la jeunesse sur des thèmes extrêmement nationaliste, extrêmement dangereux puisqu'il braquait une partie de la population contre une autre. Donc on a à nouveau franchi un peu différents caps à chaque phase, disons, de la crise politique ivoirienne. Je suis Laurent Gbagbo.
Mon père s'appelle Koudou Paul. Il est né en 1914. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale dans l'armée française. Son père s'appelait Gbagbo, c'est pourquoi je m'appelle Gbagbo. Et le capitaine qui commandait la compagnie dans laquelle il travaillait s'appelait le capitaine Laurent.